Maman, elle dort dans la valise, dit le garçon. Ce que la police a découvert était horrible. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Lucie, mère célibataire, emmenait son fils Lucas se promener dans le parc comme elle le faisait souvent. Lucas, un garçon de 5 ans aux yeux innocents et au visage toujours brillant de curiosité, tira sur la main de sa mère, les yeux brillants d'excitation. « Maman, je vois une fille qui dort dans cette valise », murmura Lucas en désignant un buisson près du parking. Lucie haussa un sourcil et regarda dans la direction indiquée par son fils. Au début, elle pensait qu'il inventait simplement des choses ou qu'il voyait peut-être des déchets jetés. Mais quelque chose dans les yeux de Lucas fit arrêter Lucie. Un sentiment de malaise monta en elle. Elle se rapprocha de l'endroit qu'il lui montrait, sans jamais quitter des yeux l'étrange objet posé au pied d'un arbre. Une valise rouge, volumineuse et poussiéreuse, était nichée au milieu des buissons. Probablement juste des déchets, se dit Lucie, mais elle ne parvenait pas à se débarrasser de l'inconfort grandissant dans sa poitrine. Allons plus près et vérifions ça, maman, dit Lucas, sa voix aussi douce qu'une brise. Lucie ne pouvait pas refuser. Elle s'approcha, rassemblant tout son courage, et poussa la valise hors des buissons. Lorsqu'elle ouvrit le couvercle, son cœur faillit s'arrêter. À l'intérieur, il n'y avait pas de déchets, mais une personne. Une jeune femme, d'âge incertain, inconsciente, les yeux bien fermés. Sa bouche était fermée avec du ruban adhésif, incapable d'émettre un son. Son corps était couvert de contusions, signes évidents de torture et d'abus. Lucie haleta, son visage pâlissant, ses mains tremblant de terreur. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Lucie marmonna, incapable de croire ce qu'elle voyait. Elle regarda autour d'elle, mais la zone était toujours déserte. Personne n'a vu. Personne ne le savait. Lucas, reste ici. Ne t'approche pas, dit Lucie d'une voix tremblante, puis elle sortit rapidement son téléphone portable pour appeler la police. Même si son esprit tournait, elle parvenait à rester calme. Police. J'ai trouvé une fille dans une valise. Elle est grièvement blessée et inconsciente. Environ 5 minutes plus tard, la police est arrivée. Un groupe de 3 policiers s'est rassemblé près de la valise. L'un d'eux était l'inspecteur en chef Matthew, un homme calme et expérimenté. Matthew s'approcha de la valise, ouvrit le couvercle et regarda à l'intérieur. Il s'est immédiatement tourné vers un collègue et lui a ordonné, appelez une ambulance immédiatement. Elle a besoin d'une aide urgente. Nous devons la sortir d'ici immédiatement. Tout le monde est resté en retrait, laissant l'équipe médicale faire son travail. Lucie se tenait à proximité, ses yeux incapables de détourner le regard de la jeune fille inconsciente dans la valise. Elle avait le vertige, mais un malaise inexplicable l'envahissait. Nous l'emmènerons à l'hôpital tout de suite. Vous n'avez plus à vous inquiéter, a déclaré l'inspecteur Matthew à Lucie, même s'il ne semblait pas particulièrement secoué par la scène. Lucie hocha la tête, mais ne parvint pas à se débarrasser de la peur qui l'envahissait. Docteur, est-ce qu'elle ira bien? Lucie ne pouvait s'empêcher de demander. Nous ferons tout ce que nous pouvons. Mais clairement, cette fille a subi d'horribles tortures, a répondu le médecin d'une voix triste. La police a transporté Eva Martin. Le nom de la jeune fille a été confirmé après avoir trouvé ses documents dans la valise à l'hôpital dans un état critique. À l'intérieur de la valise, ils ont également trouvé une note manuscrite floue par l'humidité mais toujours lisible. A-t-elle déjà appris à garder le silence? Ces mots résonnaient dans l'esprit de Lucie. Vous avez appris à garder le silence? Comment quelqu'un pourrait-il faire cela à un autre être humain? Et qui écrirait des mots aussi effrayants? Eva Martin a été transportée d'urgence à l'hôpital où les médecins ont fait tout leur possible pour lui sauver la vie. Même si elle a survécu à la phase critique initiale, son corps était encore couvert de contusions et d'hématomes profonds. Preuve évidente qu'elle a subi une torture brutale. Mais le plus étrange, c'est qu'Eva ne pouvait pas parler. Elle n'était même pas pleinement consciente. Tout ce qu'elle a laissé derrière elle, c'est une expression de peur écrasante dans ses yeux. L'inspecteur en chef Matthew a été chargé d'enquêter sur l'affaire. C'était un officier chevronné, mais il n'avait jamais été confronté à un cas comme celui-ci auparavant. L'enquête a commencé peu de temps après l'admission d'Eva à l'hôpital. Matthew, avec son attitude froide et analytique habituelle, a commencé à scruter les éléments étranges de l'affaire. Ce n'est pas une tentative de meurtre typique, a déclaré Matthew à ses collègues, debout devant la valise que Lucie avait découverte. Ce n'était pas une mort rapide.
C'était une torture délibérée et méthodique. Quelqu'un a gardé Eva dans cet état pendant longtemps. Un autre officier, Alexander, acquiesça. Oui, monsieur. Il n'y a aucun signe de traînée ou de sang, juste quelques petites traces de pneus. Celui qui l'a amené ici a été très prudent. Matthew examina à nouveau la valise en silence. Il ne pouvait ignorer les petits détails, les traces de pneus, l'environnement inhabituellement propre. Tout semblait minutieusement mis en scène. Il sentit quelque chose de caché, une dissimulation plus profonde derrière tout cela. Nous devons revoir les images des caméras de sécurité d'ici, a déclaré Matthew. Si quelqu'un l'a déposé sans être vu, l'agresseur est extrêmement habile. L'équipe de police a commencé à parcourir les images de sécurité des caméras situées autour du parc, mais elles ont découvert quelque chose de déroutant. Aucune des caméras n'a capturé quelqu'un à proximité de la zone herbeuse où la valise a été trouvée au cours des 12 dernières heures. Pas une seule personne. Cela a fait naître de sérieux soupçons dans l'esprit de Matthew. Quelqu'un a fait ça sans être vu, a déclaré Matthew. Ils ont dû utiliser des méthodes sophistiquées pour brouiller les traces. Nous devons aller au fond des choses. Un autre détail étrange est apparu concernant les antécédents d'Eva Martin. Après avoir reçu des informations de base, Matthew a demandé une vérification plus approfondie de ses antécédents. Eva Martin était une excellente étudiante en médecine, a récemment obtenu une bourse et effectué son internat dans un prestigieux centre de formation médicale à New York. Elle était connue pour être intelligente, ambitieuse et promise à un brillant avenir. Alors, comment s'était-elle retrouvée dans une situation aussi horrible? Matthew et son équipe ont décidé de fouiller dans le passé d'Eva pour voir s'il y avait des signes indiquant qu'elle avait été harcelée ou qu'elle avait eu des problèmes lors de son stage. Ils ont découvert qu'avant l'incident, Eva avait porté plainte auprès de la direction de son centre de formation, accusant un professeur de la menacer. Cependant, peu de temps après, elle a retiré sa plainte. Cela n'a fait qu'approfondir les soupçons de Matthew. Quel genre de peur pourrait forcer une étudiante brillante comme Eva à retirer une plainte légitime? Matthew réfléchit. Il devait y avoir quelque chose de grave entre elle et quelqu'un du centre de formation médicale. Et c'est exactement sur cela que Matthew et son équipe ont décidé de se concentrer ensuite. Pendant ce temps, Lucy, la mère de Lucas, ne pouvait cesser de s'inquiéter de ce qui s'était passé. Elle avait l'impression d'avoir été entraînée dans un cauchemar qu'elle n'aurait pas pu imaginer. Mais elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Le malaise lancinant la poussa à agir. Un jour après l'incident, Lucy a décidé de se rendre à l'hôpital pour voir Eva. Elle se tenait à l'extérieur de la chambre d'hôpital, regardant à travers la vitre dépolie, voyant la jeune fille allongée dans son lit, toujours incapable de parler, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Le cœur de Lucy se tordit douloureusement à cette vue, ressentant la souffrance de la jeune fille comme si c'était la sienne. Mais ce qui troublait encore plus Lucy, c'était le regard d'Eva lorsqu'elle la regardait. Même si Eva ne parlait pas, ses yeux semblaient implorer quelque chose. Une question surgit en Lucy. Cette fille sait-elle quelque chose que nous ignorons toujours? Elle ne pouvait pas rester là. Lucy a décidé qu'elle devait faire quelque chose. Même en tant que mère célibataire ordinaire, elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cette injustice perdurer. 3 jours après son admission à l'hôpital, Eva Martin s'est enfin réveillée. Elle avait l'impression de sortir d'un cauchemar inexplicable. Son esprit se remplissait d'images étranges et floues. Chaque mouvement lui apportait de la douleur, mais le pire était que son esprit restait flou. Elle ne se rappelait pas comment elle s'était retrouvée dans la valise, qui l'avait torturée, ni pourquoi tout cela était arrivé. L'hôpital où s'occupait Eva était l'un des plus grands de New York, où les médecins et le personnel étaient extrêmement dévoués. Pourtant, personne ne pouvait expliquer son état. Lorsqu'elle ouvrit les yeux pour la première fois, le premier visage qu'elle vit fut celui de Lucy, la mère qui l'avait trouvée dans la valise rouge. Elle est réveillée, mais elle ne parle pas, a déclaré un médecin à Lucy, d'une voix lourde alors qu'il regardait Eva dans les yeux, la jeune fille assise en silence. Elle a été profondément traumatisée, murmura Lucy. C'est comme si elle était piégée dans une obscurité à laquelle elle ne pouvait pas échapper. Mais après un examen médical plus approfondi, les médecins ont découvert quelque chose de très étrange. Eva n'était pas seulement couverte de contusions et de blessures externes. Il y avait des signes d'utilisation d'un suppresseur neuronal. Cette substance a provoqué des troubles de la mémoire à court terme et une capacité de communication gravement altérée, créant une peur et une confusion extrême. Cette révélation a encore plus déstabilisé les médecins et la police.
L'inspecteur en chef Matthew et son équipe d'enquêteurs ont immédiatement reconnu que cette affaire ne ressemblait à aucune affaire d'abus ordinaire. Ils soupçonnaient l'agresseur de posséder des connaissances médicales avancées, utilisant peut-être des techniques pour manipuler l'esprit humain d'une manière qui ne leur était même pas familière. Pendant plusieurs jours, Eva resta silencieuse. Elle ne se souvenait de rien d'avant son accouchement, mais chaque fois que quelqu'un essayait de l'approcher, elle réagissait avec une peur intense. La terreur dans ses yeux était indubitable. Chaque fois qu'un étranger s'approchait, elle reculait, refusant d'entrer en contact, ses mains tremblant comme pour tenter de se protéger d'une force invisible. Lucie restait là, impuissante, regardant Eva se débattre. Elle savait que la jeune fille avait besoin d'aide, mais personne ne comprenait l'ampleur de ce qu'elle avait vécu. Le silence d'Eva agissait comme une barrière impénétrable, gardant le monde extérieur à distance. Lucie ne pouvait pas comprendre les cauchemars qui avaient conduit Eva à ce point. Un jour, Lucie a décidé de se rendre à nouveau à l'hôpital. Elle s'assit doucement à côté du lit d'Eva, regardant la jeune fille dont les yeux étaient toujours bien fermés. « Eva, je sais que tu as très peur, mais je suis là et je ne te quitterai pas. Pourrais-tu me dire ce qui s'est passé ?» La voix de Lucie était douce et pleine d'inquiétude. Pourtant, il n'y eut aucune réponse, seulement le flot constant de larmes coulant sur les joues d'Eva. Mais Lucie n'a pas abandonné. Elle pensait qu'il devait y avoir un moyen d'aider Eva à se libérer de la peur qui l'enveloppait. Lucie commença à s'asseoir silencieusement à ses côtés, n'offrant aucun mot mais simplement sa présence, espérant qu'avec le temps, Eva se sentirait suffisamment en sécurité pour s'ouvrir. Le lendemain, Lucie a parlé avec le médecin d'Eva pour en savoir plus sur son état. « Nous avons essayé toutes les méthodes pour l'aider à retrouver sa mémoire, mais il y a quelque chose de profondément enfoui dans son esprit. Quelque chose dont elle ne semble pas se souvenir, » a expliqué le médecin. Lucie avait l'impression de se trouver face à un mur inamovible. Ces mots la piquèrent, la faisant se sentir impuissante alors qu'elle se tenait aux côtés d'Eva. « Est-ce qu'elle restera silencieuse comme ça pour toujours ?» demanda Lucie, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Le docteur secoua la tête. « Nous continuerons le traitement, mais à moins qu'elle ne s'ouvre, tout pourrait rester un mystère. » Lucie a refusé d'abandonner. Elle s'est jurée de trouver un moyen d'aider Eva à découvrir la vérité et à percer les secrets cachés dans son esprit. « Je vais l'aider. Je ne la laisserai pas souffrir seule, » pensa Lucie. Pourtant, au fond d'elle, Lucie ressentait un malaise grandissant. C'était comme si elle était entraînée dans un tourbillon sans issue. Le mystère entourant le cas d'Eva n'a fait qu'aggraver son anxiété. Qui a bien pu faire ça à Eva? Pourquoi? Épuisée mais déterminée, Lucie ne pouvait se débarrasser du sentiment de danger imminent, comme si quelque chose de sombre se profilait encore. Réalisant qu'elle ne pouvait pas retrouver les souvenirs d'Eva seule, Lucie a décidé de demander de l'aide à des personnes susceptibles d'en savoir plus sur elle. Elle a commencé à rendre visite aux amis d'Eva dans l'espoir de découvrir des indices sur le passé d'Eva. Ce jour-là, Lucie a contacté l'une des amies d'Eva, une fille nommée Nathalie, dans l'espoir d'avoir des informations précieuses. Nathalie, une jeune femme de 23 ans qui avait été la camarade de classe d'Eva tout au long de ses études de médecine, a été profondément inquiète lorsqu'elle a entendu parler d'Eva et a accepté de rencontrer Lucie pour partager tout ce qu'elle savait. « Merci de m'avoir appelé », a déclaré Nathalie lors de leur rencontre dans un café tranquille. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude et son visage portait toujours la panique de tout ce qui s'était passé. « Je n'arrive pas à croire qu'Eva ait vécu quelque chose comme ça. » Lucie était assise en face d'elle, étudiant le visage de Nathalie, à la recherche de signes de vérité. « Nathalie, peux-tu me parler d'Eva? Comment était-elle? Y avait-il quelque chose d'inhabituel que je ne connaissais peut-être pas ?» demanda Lucie, s'accrochant à chaque mot. Nathalie hésita un instant avant de parler. Eva était incroyablement intelligente. Elle avait un avenir brillant devant elle. C'était une étudiante exceptionnelle, qui étudiait toujours dur. Mais récemment, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Étrange? Comme quoi, insista Lucie, sa curiosité piquée. Nathalie hocha la tête, ses yeux tombant sur la table. Il fut un temps où Eva a porté plainte contre un professeur. Elle a dit que le professeur l'avait menacée, mais plus tard, elle a retiré sa plainte. Elle n'a jamais expliqué pourquoi, mais j'ai senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Lucie frissonna en traitant les mots de Nathalie. Un professeur menaçant Eva? Mais pourquoi avait-elle retiré sa plainte? Peur? Lucie ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait un lien entre ce professeur et l'état d'Eva.
Connaissez-vous le nom du professeur demanda-t-elle d'une voix ferme. Oui, répondit Nathalie. Professeur Daniel Miller. C'est un médecin bien connu, très respecté dans la communauté médicale. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez lui, la façon dont il traitait les étudiants, la froideur, les menaces voilées mentionnées par Eva. Je ne sais pas exactement, mais j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose d'étrange dans le contrôle qu'il exerçait sur les gens. Daniel Miller, murmura Lucie, sa voix pleine d'un sentiment de colère croissant. Le nom semblait démêler la toile enchevêtrée qu'elle avait essayé de démêler. Pouvez-vous m'en dire plus sur lui? Quelque chose que vous savez? Demanda-t-elle en se penchant plus près. Nathalie hésita avant de parler. Eva m'a dit un jour qu'il aimait contrôler ses élèves. Quiconque le contrariait souffrirait. Ceux qui résistaient disparaissaient ou étaient punis de manière très subtile. Elle a même mentionné avoir eu le sentiment d'être observée. Lucie restait assise dans un silence stupéfait, absorbant chaque mot. Un professeur puissant dans le domaine médical, quelqu'un avec une grande influence, quelqu'un qui contrôlait et intimidait ses étudiants. Merci, Nathalie, dit Lucie, sa voix ferme avec une détermination retrouvée. Vous m'avez aidé plus que vous ne le pensez. Nathalie eut un léger sourire. J'espère que vous pourrez aider Eva. Je ne sais pas comment la sortir de son contrôle. Après sa conversation avec Nathalie, Lucie sentit enfin qu'elle avait une direction claire. Elle a décidé d'enquêter plus en profondeur sur Daniel Miller. S'il était impliqué dans ce qui était arrivé à Eva, elle devait trouver des preuves et l'arrêter avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. Lucie a commencé des recherches sur Daniel Miller et a décidé de visiter le centre de formation médicale où il travaillait. Se faisant passer pour quelqu'un d'intéressé par les programmes de stage, Lucie a pu l'observer sans attirer l'attention. Elle savait qu'elle devait être discrète, mais elle devait aussi se rapprocher des secrets qui pourraient s'y cacher. À son arrivée au centre médical, elle a été frappée par l'atmosphère froide et contrôlée, comme si tout se déroulait sous stricte surveillance. Lucie a été conduite au bureau du professeur Daniel Miller. Dès son entrée, elle le rencontra pour la première fois. C'était un homme d'âge moyen avec des yeux froids et perçants et un extérieur poli, mais son regard était troublant, lui envoyant des frissons dans le dos. « Bonjour, je m'appelle Daniel Miller », dit-il d'une voix grave et confiante. « Vous devez avoir beaucoup entendu parler de notre centre. C'est un endroit pour ceux qui ont vraiment du talent. » Lucie hocha la tête, le cœur inquiet. « Oui, j'ai beaucoup entendu parler de votre centre. Je suis très intéressée d'en savoir plus sur les programmes de stage ici, » répondit-elle, même si elle sentait le poids de son regard sur elle. Sa présence était à la fois autoritaire et effrayante, comme s'il le regardait toujours. « Nous n'acceptons que ceux qui ont de véritables capacités, » dit sèchement Daniel, ses yeux se rivant sur les siens. « Ici, nous formons les meilleurs médecins, les meilleurs experts médicaux. Si vous avez ce qu'il faut, vous aurez certainement votre chance. » Lucie hocha la tête, essayant de rester calme. Elle l'observa attentivement, sentant qu'elle se tenait au bord de quelque chose de dangereux. Une partie d'elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une conversation informelle, mais d'un élément clé d'un plan plus vaste qu'elle était en train d'élaborer. Elle avait besoin de tout savoir sur lui. N'importe quel détail, aussi petit soit-il, pourrait être la pièce manquante dans cette affaire. Très bien, je pense que nous pouvons commencer par passer en revue le processus de stage ici, a déclaré Daniel. Mais immédiatement, Lucie remarqua un changement dans son ton. Son regard devint plus froid, comme s'il essayait de tout contrôler. Une atmosphère tendue enveloppait la pièce et Lucie sentit que quelque chose n'allait pas. Daniel commença à expliquer la procédure du stage, mais Lucie ne prêtait plus attention à ses paroles. Au lieu de cela, elle se concentrait sur la recherche de tout signe susceptible de le relier au cas d'Eva. Soudain, elle se souvient de ce que Nathalie lui avait dit, le professeur Daniel Miller adore contrôler. Ceux qui le défient disparaissent ou sont punis subtilement. Lucie ne pouvait s'empêcher de ressentir un lien entre les paroles de Nathalie et l'atmosphère actuelle. Daniel n'était pas un homme normal. Il y avait une tension dans l'air, comme s'il essayait d'instiller une peur invisible que Lucie ne pouvait pas vraiment décrire. Nous n'enseignons pas seulement la théorie, a poursuivi Daniel, sa voix étant désormais nettement moins patiente. Nous enseignons à travailler sous pression. Nous n'acceptons pas ceux qui ne savent pas contrôler. Vous comprenez, n'est-ce pas? Lucie n'a pas répondu immédiatement. Elle hocha simplement la tête. Oui, je comprends. Une seconde de silence passa, et à ce moment,
Lucie put ressentir plus clairement que jamais le contrôle que Daniel imposait sur l'espace. Chaque mot, chaque geste avait un but, sceller l'atmosphère, donner aux autres l'impression qu'ils ne pouvaient pas s'échapper. Lucie avait l'impression de tomber dans un piège dont elle ne pouvait pas sortir. « Avez-vous des questions ?» demanda Daniel, son regard la sondant. Lucie resta silencieuse un moment, troublée par sa question. Elle voulait tout savoir de lui, mais ne pouvait pas le demander trop crûment. Elle devait être subtile. « Pourriez-vous m'en dire plus sur les stagiaires qui ont travaillé ici ?» demanda Lucie, essayant de garder un ton calme. « J'ai entendu dire que certaines personnes avaient abandonné leurs études à mi-chemin. » L'expression de Daniel changea légèrement, un éclair de froideur dans les yeux. « Parfois, ceux qui n'en sont pas capables se retirent. Ils ne peuvent pas supporter la pression ou manquent de patience. C'est un travail sérieux et nous n'avons pas de place pour les faibles. » Le cœur de Lucie s'emballa. La réponse de Daniel n'a fait qu'approfondir ses soupçons sur ce qui se passait au centre. Ceux qui ont abandonné leurs études ne manquaient peut-être pas de capacité. Ils auraient peut-être réalisé les choses horribles qui se passent ici. Et peut-être qu'Eva en faisait partie. Lucie savait qu'elle ne pouvait pas continuer la conversation plus longtemps. Elle sentait que les choses devenaient de plus en plus dangereuses à chaque seconde. Elle devait partir sans éveiller les soupçons de Daniel. « Merci, professeur Miller. Je vais réfléchir à votre offre de stage. » Daniel ne répondit pas, se contentant de hocher froidement la tête. « J'espère que vous y réfléchirez sérieusement. » Une fois de plus, Lucie sentit le contrôle invisible dans ses paroles, une force qui la liait en place. Elle se leva, le remercia et quitta le bureau de Daniel Miller. Ses pas étaient précipités, mais son cœur était lourd de suspicion. Tout ce qu'elle avait entendu, tout ce que Nathalie avait partagé, semblait pointer vers une vérité terrifiante. Lucie savait qu'elle s'était engagée dans une bataille bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginée. Et à chaque instant qui passait, tout devenait plus clair. Elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Après la rencontre tendue avec le professeur Daniel Miller, elle avait le sentiment d'avoir mieux compris une partie de l'histoire, une partie qui la mettait profondément mal à l'aise. Tout ce qui le concernait ne concernait pas seulement les universitaires, il s'agissait d'un jeu invisible de contrôle sur les étudiants qui l'encadraient. Mais Lucie avait besoin de preuves, et elle ne pouvait pas y parvenir seule. Elle a décidé qu'elle devait tout partager avec la police, et l'inspecteur en chef Matthew était le seul à pouvoir l'aider à briser ce mur de secret. Le lendemain, Lucie s'est rendue au commissariat pour retrouver Matthew. Elle avait préparé tout ce qu'elle avait besoin de dire, chaque petit détail depuis sa rencontre avec Nathalie jusqu'à ses soupçons sur Daniel Miller. Elle avait besoin de l'aide de Matthew pour enquêter sur le professeur. « Raconte-moi tout depuis le début, Lucie, » dit Matthew lorsqu'elle entra dans son bureau. Sa voix était calme et ferme, mais ses yeux montraient une concentration intense. Il n'était pas étranger aux cas étranges, mais celui-ci était différent. Le nom de Daniel Miller et celui du centre de formation médicale faisaient allusion à une toile dangereuse qu'il ne pouvait ignorer. Lucie a tout raconté, sa rencontre avec Nathalie, les choses que la camarade de classe d'Eva avait partagées sur les menaces qu'elle avait reçues de la part du professeur. Matthew a écouté attentivement, ne manquant aucun détail. Quand Lucie eut fini, Matthew resta silencieux pendant un long moment, réfléchissant. « Il se passe définitivement quelque chose de bien plus important ici, » dit finalement Matthew, brisant le silence. « Les signes que vous avez décrits sont très troublants. Nous devons approfondir Daniel Miller et son centre. » Lucie ressentit une vague de soulagement aux paroles de Matthew, mais elle savait aussi que cette bataille ne serait pas facile. Daniel Miller était une figure influente du domaine médical. S'il voulait le faire tomber, il devrait être extrêmement prudent. Le lendemain, l'équipe d'enquête de Matthew a commencé à surveiller Daniel Miller. La police a recueilli des informations sur son mode de vie. Miller a vécu une vie très privée. Il socialisait rarement et ne participait pas aux activités communautaires ou aux événements publics, un signe clair qu'il voulait garder les choses cachées. Une nuit, alors que Matthew et son équipe étaient parfaitement préparés, ils décidèrent de mener une perquisition secrète dans la maison de Daniel Miller. C'était une décision risquée. S'ils le découvraient, tout ce pourquoi ils avaient travaillé pourrait être ruiné. Mais Matthew n'avait pas le choix. Tout ce que Lucie avait partagé, combiné à ses propres soupçons grandissants, le forçait à agir. L'inspecteur en chef Matthew a dirigé le raid. Ils avaient une décision de justice et tout le monde était prêt au pire. Lucie ne pouvait pas rester derrière. Elle avait besoin de tout savoir, même si c'était dangereux.
La maison de Daniel Miller n'était pas particulièrement spéciale. C'était une maison assez simple, rien de très luxueux, mais tout était méticuleusement organisé et semblait soigneusement contrôlé. La porte d'entrée n'a éveillé aucun soupçon, mais une fois que l'équipe est entrée et a commencé une recherche approfondie, elle a découvert quelque chose d'horrible. Une pièce cachée et insonorisée était dissimulée dans un coin de la maison. La porte était bien verrouillée, mais un coup violent d'un policier a brisé la serrure. Lorsqu'ils sont entrés, la scène a stupéfié tout le monde. À l'intérieur de la pièce se trouvaient de nombreuses valises vides identiques à la valise rouge que Lucy avait trouvée dans le parc. De plus, il existait d'innombrables outils médicaux, contraintes et documents bizarres liés à la psychologie comportementale. Tout semblait décousu mais néanmoins interconnecté, créant une image sombre et inquiétante. Nous avons trouvé un morceau de l'histoire, dit Matthew, la voix tendue. Ce n'est pas un cas typique. Il y a tellement d'autres choses que nous ne savons pas encore. Lucy restait silencieuse, regardant la pièce cachée, un sentiment de terreur l'envahissant. Les choses commençaient à s'éclaircir, mais en même temps, elle était parfaitement consciente du danger que présentait cette enquête. Daniel Miller n'était pas qu'un professeur ordinaire. C'était un monstre exploitant son pouvoir pour manipuler et torturer les étudiants sous son contrôle. Matthew a continué à demander à l'équipe de police de recueillir des preuves dans la pièce cachée. Certains documents liés à la psychologie comportementale ont été saisis, même s'ils étaient remplis de symboles énigmatiques et nécessiteraient du temps pour être analysés. Merci, Lucy, dit Matthew une fois la recherche terminée. Vous nous avez beaucoup aidés. Maintenant, nous allons continuer à enquêter sur le lien entre les étudiants disparus et Daniel Miller. Lucy jeta un dernier regard à la pièce cachée, un frisson glacial la parcourant. Elle savait que cette affaire ne faisait que commencer et que de nombreux dangers l'attendaient. Mais il n'y avait désormais plus de retour en arrière. Elle devait continuer. Elle devait s'assurer que des étudiants comme Eva ne souffriraient plus jamais entre les mains de monstres comme Daniel Miller. La nouvelle de la perquisition au domicile du professeur Daniel Miller s'est rapidement répandue dans la presse. Lorsque la police a découvert la pièce cachée et insonorisée remplie de valises vides, de matériel médical et de documents étranges, tous les soupçons sont devenus réalité. Daniel Miller, autrefois vénéré dans la communauté médicale, était désormais devenu le principal suspect dans une horrible affaire criminelle. Mais ce qui a choqué tout le monde, ce n'est pas seulement la découverte des objets dans la pièce cachée, mais aussi l'attitude froide de Miller lors de son arrestation. Un jour après son arrestation, Daniel Miller a été amené au commissariat de police pour y être interrogé. Des questions ont été posées, mais il n'a montré aucune crainte. Tout au long de l'interrogatoire, les yeux de Miller sont restés calmes, sans la moindre trace d'inquiétude ou de panique. Il était assis en face des enquêteurs, les bras croisés sur la poitrine, comme si tout ce qui se passait faisait simplement partie d'un plan plus vaste qu'il avait déjà préparé. Professeur Miller, vous êtes accusé d'être impliqué dans plusieurs cas de torture et de détention illégale. Les agents ont découvert une pièce cachée et insonorisée dans votre maison contenant de nombreux équipements médicaux et des documents liés au comportement humain. Avez-vous une explication ? A demandé l'inspecteur en chef Matthew d'une voix sévère. Miller resta silencieux un moment, ses yeux regardant par la fenêtre comme s'il contemplait quelque chose de lointain. Puis il se retourna et répondit calmement, « Je voulais seulement aider mes élèves à apprendre à garder le silence et à comprendre leurs limites. S'ils ne parvenaient pas à surmonter ces limites, je ne pouvais plus rien faire. C'est tout. » La réponse de Miller a stupéfié Matthew et les autres enquêteurs. Il s'était préparé à trouver une excuse, mais il n'aurait jamais pu s'attendre à une confession aussi effrayante. « Apprenez à garder le silence et à comprendre leurs limites, » répéta Matthew, essayant de saisir le sens de ces mots. Miller a maintenu son attitude calme, ne montrant aucun signe de remords. Exactement. Ils avaient besoin d'apprendre, et quand ils apprendraient, ils sauraient comment supporter ces pressions. Sinon, ils ne survivraient pas dans le monde médical. C'était une préparation à la vie. Cela a soulevé une question majeure dans l'esprit de Matthew. Si les élèves de Miller ne pouvaient pas supporter ces leçons, que leur est-il arrivé ? Avait-il commis ces actes inhumains contre ses élèves pour leur apprendre à garder le silence ? Savez-vous qu'au moins 4 étudiants ont disparu au fil des années, tous liés à vous ? Insista Matthew, essayant d'obtenir plus d'informations de Miller. Miller ne montra pas la moindre inquiétude. Au lieu de cela, il soupira comme s'il reconnaissait quelque chose hors de son contrôle. Ils n'ont pas disparu. Ils se sont retirés. Ceux qui ne peuvent pas surmonter cette vie disparaissent tout simplement.
Je les ai prévenus à l'avance. Les paroles de Miller ont fait frissonner tout le monde dans la pièce. Il ne se contentait pas d'avouer avoir maltraité des étudiants. Il semblait admettre une vérité longtemps cachée. Nous avons essayé de les aider, mais s'ils ne pouvaient pas le supporter, je ne pouvais plus rien faire, a poursuivi Miller, la voix froidement détachée. Ces paroles frappèrent comme des flèches le cœur de tous ceux qui les entendirent. Un homme autrefois vénéré comme médecin et professeur avait commis des actes aussi brutaux et inhumains. Une question obsédante résonnait dans tous les esprits. Comment quelqu'un peut-il survivre dans un tel environnement tout en étant tenu en si haute estime? Que as-tu à dire sur Eva Martin? Demanda Matthew, déterminé à obtenir les aveux de Miller. Le regard de Miller ne changea pas, mais il y eut un bref éclair de confusion. Eva, c'était une élève talentueuse, mais elle ne comprenait pas ses limites. Elle ne m'écoutait pas et comme les autres, elle ne supportait pas. Miller a parlé froidement, ne montrant aucun respect pour la vie et la souffrance des étudiants à qui il avait fait du mal. Les aveux de Miller ont ébranlé non seulement la communauté médicale mais aussi la ville entière de New York. Un homme autrefois vénéré, autrefois admiré, torturait ses étudiants simplement parce qu'ils n'avaient pas réussi à supporter ces cruels défis. Les étudiants disparus, les étudiants silencieux qui souffraient, leur douleur avait désormais une explication. Lucy, la femme qui avait initié ce voyage vers la vérité, sentait désormais qu'elle avait rempli une partie de sa mission. Daniel Miller avait été arrêté et ses aveux avaient été rendus publics. Il a été condamné à 15 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle et s'est vu interdire définitivement d'enseigner. Les étudiants disparus tombés entre les mains de Miller ont également été secourus. Mais combien de temps faudrait-il à Eva et aux autres pour guérir des blessures psychologiques qu'ils ont endurées? 1 an s'était écoulé depuis qu'Eva Martin avait été sauvée de l'emprise du professeur Daniel Miller. Les souvenirs douloureux de sa captivité et de ses tortures avaient commencé à s'estomper, même si les cicatrices dans son âme restaient profondes. Pourtant, Eva avait réussi à s'élever au-dessus des ténèbres grâce au soutien indéfectible des médecins, à une thérapie psychologique et surtout aux encouragements indéfectibles de Lucy. Aujourd'hui, Eva a franchi les portes de l'hôpital, une personne complètement différente de la jeune fille frêle trouvée autrefois recroquevillée dans une valise rouge. Elle a progressivement guéri, non seulement physiquement mais aussi mentalement. Les thérapies psychologiques lui avaient appris à faire face à son passé. Et grâce à sa propre résilience, elle avait redécouvert sa force intérieure. En s'exposant au soleil, Eva ressentit en elle un sentiment de liberté. Elle ne vivait plus dans l'ombre, n'était plus hantée par les menaces ou les bleus sur son corps. Elle avait récupéré sa vie. Et surtout, elle ne se considérait plus comme une victime. C'était une survivante. C'était une battante. Merci, Lucie, dit Eva, sa voix chaleureuse mais pleine d'émotion. Sans toi, je ne sais pas si j'y serais parvenue. Lucie regarda Eva et sourit doucement. Tu n'as pas à me remercier. Tu as mené ton propre combat. J'étais juste là à côté de toi. Eva hocha la tête, les yeux brillants de détermination. Je ne laisserai jamais personne endurer ce que j'ai vécu. Avec le soutien de Lucie et de ses médecins, Eva a commencé à participer à des activités sociales. Elle est devenue porte-parole de la campagne « Des écoles sans silence », un mouvement contre les abus de pouvoir dans l'éducation et la médecine. Les discours d'Eva, prononcés avec confiance et force, se sont répandus comme une traînée de poudre, illuminant les coins sombres que beaucoup avaient longtemps ignorés. Eva a participé à de nombreuses conférences, s'exprimant devant des milliers d'étudiants, de professionnels de la santé et de travailleurs sociaux. Elle est devenue un symbole vivant de résilience, un témoignage du pouvoir de survie et d'espoir. Les étudiants et les victimes d'abus de pouvoir ont trouvé la force dans l'histoire d'Eva, l'inspiration pour s'exprimer, se lever et ne plus jamais rester silencieux. Un jour, lors d'un discours dans une grande université de New York, Eva s'est tenue devant des centaines d'étudiants et a prononcé des mots qui ont laissé tout le monde dans un silence stupéfait. Personne n'a le droit de vous faire taire. Personne n'a le droit d'écraser votre voix. N'ayez jamais peur de vous battre pour la vérité. Les paroles d'Eva ont profondément résonné auprès de tous ceux qui les ont entendues. Elle n'était plus la fille faible à la valise rouge. Elle était une guerrière, une pionnière dans la lutte contre les abus et les dissimulations. Après chaque discours, Eva a reçu d'innombrables remerciements de la part d'étudiants, de médecins et de personnes qui avaient autrefois vécu à l'ombre de l'injustice. Ils lui ont dit que son histoire leur avait donné de la force, qu'elle leur avait fait comprendre qu'ils n'étaient pas seuls. Eva a inspiré des milliers de personnes, leur donnant le courage de se lever et de faire face aux défis de la vie.
Un après-midi, après une grande conférence dans une faculté de médecine, Eva, Lucie et Lucas se promenaient dans le parc où tout avait commencé. Tous les trois marchaient sous la canopée verte des arbres, entourés des rires joyeux de Lucas. Eva ressentit un sentiment de soulagement, comme si chaque pas qu'elle faisait s'éloignait un peu plus du passé douloureux. « Merci de m'avoir traîné au parc ce jour-là, » dit Lucie à Lucas, les yeux pleins d'amour. Lucas leva les yeux et sourit. « Tu me dis toujours que je devrais aider les autres, n'est-ce pas, maman ?» Lucie rit et prit la main de son fils. « C'est vrai, mon adorable garçon. Et tu as fait la bonne chose. » Eva regardait la mère et le fils, le cœur rempli d'émotion. « Sans vous deux, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai aujourd'hui. Merci d'avoir cru en moi, d'être resté à mes côtés pendant tout cela. » Tous les trois continuèrent leur promenade, leur rire et leur conversation emplissant l'air frais de l'automne. Il y a un an, Eva n'aurait jamais pu imaginer vivre une journée comme celle-ci. Il y a un an, elle n'était qu'une victime abandonnée dans une valise rouge. Mais désormais, elle était une survivante, une conquérante et, plus important encore, elle pouvait aider les autres à trouver leur propre voie. Un matin de printemps, alors que la douce lumière du soleil baignait les rues de New York, un événement spécial a eu lieu. Une cérémonie de reconnaissance à l'hôtel de ville où les citoyens se sont rassemblés pour honorer les personnes qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la communauté. Et parmi les personnes honorées, Eva Martin, qui a lutté contre la douleur et la brutalité de son passé, a reçu une attention particulière. La ville entière avait suivi le voyage courageux d'Eva au cours de l'année écoulée. Elle n'était pas seulement une survivante. C'est quelqu'un qui a aidé des milliers d'étudiants et de médecins à retrouver la confiance nécessaire pour se lever et faire face à l'injustice. L'histoire d'Eva n'était pas qu'une tragédie. C'était une preuve de persévérance, de sacrifice et surtout de pardon. Lucie, qui avait été aux côtés d'Eva tout au long de ce voyage ardu, se sentait maintenant fière et heureuse. Elle était plus qu'une compagne. Elle était devenue une protectrice, une seconde mère pour Eva. En regardant Eva recevoir son prix, Lucie n'a pas pu retenir ses larmes, des larmes de joie et de fierté. Elle savait que sa fille avait tout vaincu, avait vaincu ses cauchemars les plus sombres et se trouvait désormais au sommet de sa renaissance. Quand je la regarde aujourd'hui, je la vois comme une torche qui brille dans l'obscurité, murmura Lucie, ses yeux suivant Eva alors qu'elle s'approchait pour accepter le prix. Elle a fait ce que nous pensions tous impossible. Matthew, l'inspecteur en chef, se tenait à côté de Lucie, hochant la tête en signe d'accord. Elle est un symbole pour tous ceux qui ont souffert, et je crois que son histoire continuera d'en inspirer beaucoup d'autres. Eva monta sur scène, le regard fixe et plein de détermination. Elle s'est tenue devant la foule, a pris le micro et, avant de dire un mot, elle a regardé les gens qui la regardaient, ceux qui l'avaient aidée tout au long de son long voyage. Elle aperçut Lucie dans la foule, les yeux de sa mère pleins d'amour et de fierté. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à tous ceux qui m'ont soutenu, qui ne m'ont jamais abandonné. Ceux qui ont cru en moi et m'ont donné la chance de changer, de devenir plus forte, a commencé Eva, la voix douce mais pleine d'émotion. Mais ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est que mon histoire n'est pas la seule. Je ne suis pas la seule personne à avoir enduré ce genre de douleur. Il y a beaucoup, tellement d'étudiants, de médecins qui ont été opprimés, menacés et blessés par des abus de pouvoir. Je suis ici aujourd'hui non pas parce que j'ai tout surmonté, mais parce que je veux vous aider tous à trouver votre propre voie. Chaque mot prononcé par Eva résonnait comme une déclaration puissante, non seulement pour les personnes présentes à la cérémonie mais pour la communauté dans son ensemble. Elle ne voulait pas seulement être une survivante. Elle voulait être une lueur d'espoir, un guide pour ceux qui avaient été réduits au silence. Plus important encore, elle voulait que tout le monde sache que personne ne devait souffrir seul. Après le discours d'Eva, toute la salle a applaudi. Le public s'est levé et lui a réservé une longue ovation. Ils n'ont pas seulement applaudi sa survie, ils l'ont applaudi pour avoir utilisé son histoire pour changer la vie de milliers de personnes. Elle était un symbole de force, de renaissance et de foi en un avenir meilleur. Un peu plus tard, alors que la cérémonie se terminait, Eva et Lucie quittèrent l'hôtel de ville pour se diriger vers les rues animées. Ils ne parlaient pas grand-chose, mais chacun savait ce que ressentait l'autre. Eva avait reçu la reconnaissance qu'elle méritait et, plus important encore, elle avait trouvé la liberté dont elle rêvait. « Merci, Lucie, » dit Eva en regardant la femme qui se tenait à ses côtés. « Sans toi, je ne serais pas ici aujourd'hui. » Lucie sourit, serrant doucement la main d'Eva. « Tu as tout fait toi-même. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Lucas,
aujourd'hui âgée de 6 ans, est arrivée en courant avec un sourire éclatant. « Maman, Miss Eva, puis-je jouer avec elle ?» Eva baissa les yeux sur le garçon, ses yeux doux et chaleureux. « Bien sûr, Lucas, j'adorerais jouer avec toi. » Ils marchèrent tous les trois dans la rue, des rires et des conversations joyeuses remplissant l'air. Eva avait retrouvé confiance en la vie et en elle-même. Et plus important encore, elle avait redécouvert l'amour, le soutien et l'acceptation de son entourage. Ce qu'elle avait vécu ne pourrait jamais être effacé. Mais elle savait désormais qu'elle pouvait prendre le contrôle de sa vie, aider les autres et transformer ses souffrances passées en force pour l'avenir. L'histoire d'Eva Martin nous enseigne que même face à la souffrance et à la cruauté, nous avons toujours la capacité de nous relever et de riposter. La force ne vient pas du fait de ne jamais tomber. Cela vient du fait de se relever à chaque fois que nous tombons. Nous ne devrions jamais rester silencieux face à l'injustice et aux abus. Nous devons trouver notre voie pour nous protéger et protéger ceux qui nous entourent. La persévérance, le courage et le soutien de la communauté sont les clés pour surmonter tout défi. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à raconter des histoires réconfortantes presque chaque jour. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.